Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya... Chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission spéciale 4 janvier 2025. Nous commençons par vous présenter nos vœux le meilleur pour cette année nouvelle qui vient de commencer en compagnie de nos programmes. De novembre 1884 à février 1885, sous la présidence du chancelier allemand Bismarck, 14 puissances se sont réunies en conférence dans la ville allemande de Berlin pour statuer sur les règles du partage du continent africain et mettre ainsi fin au conflit qui opposait ces puissances. Il s'agit de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de l'Empire ottoman, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Pays-Bas, du Portugal, de la Russie et enfin de la Suède-Norvège. C'est à cette occasion qu'a été créé l'État indépendant du Congo EIC, en sigle, une zone d'accès libre à toutes ces puissances dont la garde a été confiée au roi des Belges Léopold II. Le Congo est resté donc sous tutelle belge de 1885 à 1960, soit pendant 75 ans de colonisation. Et de 1885 à ce jour, notre pays a été dirigé par 9 autorités ci-après. Le roi Léopold II de Belgique de 1885 à 1909, le roi Albert Ier de Belgique de 1909 à 1950, le roi Léopold III de Belgique de 1950 à 1951, le roi Baudouin Ier de la Belgique de 1951 à 1960, et c'est lui le dernier roi qui a clôturé la souveraineté belge sur le sol congolais. Et il a été suivi par le Congolais Joseph Kasavubu de 1960 à 1965, du président Joseph Désiré Mobutu de 1965 à 1997, de Laurent Désiré Kabila de 1997 à 2001, du président Joseph Kabila Kabange de 2001 à 2018 et enfin l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de 2018 à ce jour. Le 30 juin 1960, c'est la date à laquelle la RDC a accédé à la souveraineté nationale et internationale sur décision de la table ronde qui s'est tenue à Bruxelles et a réuni les autorités publiques coloniales belges avec la crème politique et coutumière congolaise. C'était du 20 janvier au 20 février et du 26 avril au 16 mai 1960. Cette table ronde, rassurez-vous, a été convoquée par les autorités politiques belges, non pas par leur volonté, mais c'était par nécessité, de suite des graves émeutes et sanglantes qui ont secoué Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui, et c'était le 4 janvier 1959, et qui a occasionné mort d'hommes, et historiquement, c'est le chiffre de 49 qui est retenu. C'est donc à l'occasion de la commémoration du 66e anniversaire des martyrs de l'indépendance de la République démocratique du Congo que nous tenons cette émission devant vous aujourd'hui, qui sera composée des deux parties principales, à savoir la partie historique et enfin la partie analytique. Le thème que nous vous proposons aujourd'hui, c'est le suivant: 4 janvier 1959, 4 janvier 2025, 66 ans d'indépendance ou de souveraineté. C'est avec un invité que nous allons nous livrer à cet exercice. Il s'agit de M. Jean Kainoua Pembele. Il est secrétaire général de l'Alliance des bâtisseurs du Congo, ABACO en sigle parti politique, et chef des travaux à l'Université pédagogique nationale. Bonjour M. Jean Kainoua et nous voulons le meilleur pour cette année 2025. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Bon, Le 4 janvier 1959, c'est une date historique. 66 ans, chaque année, successivement, les Congolais se rappellent de cette date nationale, déclarée chômée et payée en mémoire des martyrs de l'indépendance. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là et pourquoi ça s'est passé ainsi? Étant donné que chaque année, il y a des émissions qui sont organisées, il y a des conférences qui sont tenues, qui relatent un peu les faits historiques. Mais nous avons la chance d'avoir avec nous une bouche autorisée. Vous êtes secrétaire général de ce parti qui a organisé ce meeting, qui a conduit aux émeutes et qui a débouché à la table ronde et plus tard à l'indépendance du Congo. On doit le dire ouvertement. Ce n'est pas la première fois que Abaco, ni un parti politique congolais, avait projeté un meeting ou avait tenu un meeting. Mais pourquoi seulement l'autorité coloniale belge a interdit ce 4 janvier à Abaco de tenir son activité? Bon, mais vous devez comprendre que c'est long, l'histoire. L'Abaco avait pris part à cette réunion d'Accra. Et avant ça, il y avait le Premier ministre Lumumba qui avait pris part, qui avait une position au départ, mais au retour, il avait une autre position. Et lorsqu'il avait communiqué avec sa base, les Blancs avaient pu suivre la mutation que le Premier ministre avait présentée comme opinion comme point de vue devant sa base. Il faut souligner qu'à ce moment-là, il n'était pas encore Premier ministre. Hein. Oui, c'était un acteur politique, un leader du MLC qui était son parti politique. Voilà, donc les Blancs, les colons étaient un peu étonnés de voir les changements d'attitude de ces derniers. Alors ils se sont dit certainement, ça c'est nous qui supposons, que si on laisse l'attitude à l'Abaco de tenir son meeting, ça risque d'être pire parce que l'Abaco était dans son fief. Léopoldville était entre les mains de l'Abaco, en termes d'opinion comme tel, parce que c'est quand même l'Abaco qui avait pignon sur le riz de façon majoritaire. Alors ils ont paniqué, et malheureusement, ils ont pensé bien faire, mais peut-être Dieu dans son plan l'avait prévu ainsi, que cela devrait arriver pour que finalement aujourd'hui, tous ceux qui roulent le carrosse puissent savoir ce qui se passe. Donc, dans cette peur-là, le peuple en avait marre. Il dit, mais comment on doit aller jusqu'à nous empêcher de nous exprimer? On a permis l'autre là à parler. Nous, ici, on nous interdit. Pour quelle raison? Et puis, Flamme était là. Et la suite, vous savez que les dirigeants ont été arrêtés pour qu'ils étouffent un peu la tension. Ils ont pensé qu'ils devaient carrément arrêter les leaders. Ils étaient 27 à l'époque qui étaient arrêtés et la Baco bien organisée s'était bâtie pour faire libérer ces dirigeants. Monsieur Jean Kaino Apembele, bien que nous ne sommes pas dans les années 60, aujourd'hui c'est dans les années 2000, Abaco d'hier et Abaco d'aujourd'hui, en tant que secrétaire général de ce parti, si on vous demandait de dire honnêtement, de faire objectivement la différence entre les deux Abaco, que diriez-vous? En tout cas, il y a une très grande différence sur les plans d'état de conscience, hein, parce que et même sur les plans d'engagement, à l'époque, les gens étaient très liés à l'idéal, à ce qui était poursuivi comme objectif, n'adhéraient pas seulement à l'idée, mais ils faisaient aussi un investissement politique par rapport à ça, parce qu'ils tenaient à atteindre l'objectif. Qu'entendez-vous par investissement politique? Ça veut dire que les peu de moyens qu'ils avaient, militants ordinaires, cadres ou quiconque dans la structuration, donnaient du sien matériellement pour faire en sorte que les partis ne manquent pas de quoi mettre en œuvre tout ce qui était décidé dans les différentes réunions. Vous savez que les activités des partis politiques, ou c'est des formations, ou c'est des meetings, ou c'est des conférences, ou c'est des matinées politiques et tout ça. Mais vous ne pouvez pas aller réaliser pareille activité sans faire des dépenses d'argent. Je parle bien argent, sans faire des dépenses d'argent. Alors, mais cet argent devait avoir une provenance. À l'époque,
c'est tout le monde qui était dans des partis qui se sentait concerné par ces dépenses. Mais aujourd'hui, avec la culture qu'on a instaurée, c'est les chefs qui donnent, et c'est ceux qui ont les gros moyens qui peuvent intervenir parce que la politique devient non pas comme un service, hein, où on doit beaucoup plus prêter attention à l'idéal, l'objectif à atteindre, mais c'est pratiquement un business ou sinon c'est un moyen par lequel il faut avoir quelque chose. Ce n'est pas la même chose. Hein. Actuellement, l'attention des gens est tournée vers je veux faire ça, mais je gagne quoi. Hein. Mais hier, ce n'était pas ça. Je m'engage d'abord parce que je sais que ce que nous aurons demain, et comme aussi l'État moral déjà été dans ce sens, va réjaillir sur chacun de nous. Même si ce n'est pas moi qui bénéficie, mais pour autant de la grande majorité. À solution au problème, donc j'aurais fait ma part. Aujourd'hui, ce n'est pas ça le cas. Et je dois avouer que ce n'est pas la même machine sur le plan de la conduite. Il y a beaucoup plus de peine maintenant que par le temps. Monsieur Kayinoa, c'est à juste titre que vous avez souligné que le 4 janvier, une journée spéciale pour votre parti politique avant d'être une fête nationale. En principe, Abaco, vu de ses sens, doit être considéré comme un patrimoine national. Mais votre parti politique aujourd'hui est presque dans les oubliettes. Si on s'en souvient, c'est peut-être dans les livres de l'histoire, quand les élèves apprennent ça à l'école, c'est une référence. Mais pratiquement, on ne vous sent pas. Je voulais vous demander s'il y a des démarches de pourparlers que votre parti politique a initié auprès des autorités compétentes qui gèrent la République pour qu'enfin ce patrimoine national soit reconnu comme tel. Bon, effectivement, vous avez raison. Vous avez posé la question s'il y a eu des démarches qui ont été menées. Mais une nation sérieuse ne peut pas permettre à ce que les instruments de son histoire disparaissent. La Baco, comme vous l'avez dit, c'est un patrimoine national, bien que j'ai dit que le 4 janvier, c'est un jour de la Baco. De par le fait que c'est la Baco qui a joué le rôle déclencheur de cette indépendance que le pays a pu avoir. Et de ces faits, en principe, en âme et conscience, les autorités qui se sont succédées dans notre pays devraient réserver une part tout à fait particulière à la Baco, tant si la redistribution des rôles au niveau de la gouvernance du pays et que même sur le plan de la reconnaissance de ses dirigeants. Nous notons que le premier président de la République, qui était le premier président général de la Baco, l'acteur qui était à la tête de ces mouvements-là, on a fait de lui héros national et nous continuons à revendiquer que l'ordonnance faisant de lui héros national soit rendue publique. Parce que jusque-là, nous n'avons qu'un document dans nos archives qui confirme qu'effectivement il est héros, bien que en ayant déclaré sur le plan de la numérique, on peut s'en prévaloir. Est-ce que vous avez consulté les journaux officiels? Parce que tous ces documents sont publiés au journal officiel et vous n'avez qu'à vous rendre là-bas pour demander qu'on vous donne les documents. Peut-être que pour une énième fois, nous allons le faire avec votre demande, mais en tout cas, à ma connaissance, en tant que secrétaire général au niveau de mes services, il ne m'a jamais rapporté l'existence d'une ordonnance signée à mon uniforme dans ce sens-là. Si jamais c'est ce que nous allons constater, nous reviendrons vous confirmer que les documents existent, contrairement à ce que nous pensons. Mais nous n'avons pas encore ça avec nous. Il y a deux aspects. La reconnaissance de ceux qui ont dirigé la Baco, c'est une chose, par la tête d'affiche, mais une autre chose, la Baco, de par les rôles qu'il a joué, devrait être un cas à part. Chaque fois qu'il y a distribution des cartes par reconnaissance, on devrait traiter la Baco d'une autre manière. Nous l'avons dit une fois quand on était interrogé, député ou pas député aux élections, mais la Baco doit figurer parmi les forces qui doivent gouverner le pays, et pas les rôles qu'il a joué. Je pense que de ce côté. Mais je reconnais aussi une chose, par honnêteté intellectuelle, c'est que plusieurs autorités qui se sont succédées dans la gouvernance du parti, pendant des moments où nous avons eu beaucoup de députés, beaucoup de ministres et tout ça, n'ont pas si investi dans
la promotion du parti comme tel. Parce que si à leur époque, ils s'étaient comportés comme à l'époque, de 1960. Oui, les militants, les dirigeants de l'époque, la Bago aurait pu se construire une caisse bien fournie et qui ferait que les constats que vous êtes en train de vouloir m'amener à faire pendant que vous l'avez déjà fait, d'une sorte de disparition du parti, on ne l'aurait pas fait. Comme je vous ai dit, inactivité politique est égale des moyens. Et quand les moyens ne sont pas disponibles, ça pose problème. Alors, en dehors de ça, le peu de moyens qui a été économisé par le passé, le parti a passé des zones noires, des conflits internes de leadership. Au fait voulu, parce que je vous ai dit que au niveau du pays ici, on a tendance de traiter des choses à partir de l'appréciation idéologique. On s'est dit, si on permet cet organe-là, on le traite particulièrement malgré l'autre qu'il a joué, la vision risque d'avoir une prédominance de même pas une capacité d'organisation, et ça peut rendre notre gouvernance un peu difficile. Bon, je voulais vous poser la question de savoir si vous devez faire une comparaison entre la génération 60 et la génération 2000. Quant à la mentalité politique, quant à la sacralisation des valeurs, que diriez-vous? En 60, les gens étaient plus orientés vers les idéaux et vers la morale, hein, c'est-à-dire qu'un bien commun, c'est un bien commun. Et quand il adhère à une affaire, il y voit ce que demain ça peut produire. Actuellement, les gens sont plus présents, c'est-à-dire pour aujourd'hui, et puis lucratifs. Ils ne font rien sans penser à argent. Et c'est difficile de respecter les biens communs actuellement. Moi, je suis un enseignant, comme vous m'avez présenté. Si je laisse un téléphone sur ma table pour dire je vais me soulager, je ne dois pas me poser la question si je ne rencontre pas où c'est parti. Je dois comprendre que parmi les étudiants, quelqu'un qui a appris, imagine, c'est quand même les milieux où on pouvait pas faire des histoires. Est-ce qu'en 60 c'était possible? Vous parlez de 60, mais un peu quelques années après, parce que je suis né au-delà des 60. Nous, quand on a grandi, un bien public, quand je le retrouve, je présente à l'autorité et je n'en fais pas mon affaire pour dire chance en live. Non. Vous voyez, on avait ça, mais aujourd'hui c'est impossible. Tu laisses $50, on devrait trouver que c'est une source de bénédiction, il prend pour y dépenser. Mais nous, là, jamais nos chefs. Il dit voilà, quelqu'un a oublié parce qu'on avait présence à l'esprit que les gens étaient des humains, ils peuvent oublier, ils peuvent revenir chercher, c'est un bien d'autrui, je ne peux pas en faire quelque chose qui m'appartient et faire même des programmes sur ça. Donc vraiment, nous avons suffisamment régressé sur le plan moral et même sur le plan de l'état d'esprit. Ici, tel est le cas. Comment est-ce que vous vous dotez des moyens pour faire de votre parti politique un parti honorable, un parti à l'image de celui que nous évoquons aujourd'hui dans l'histoire? Mais comme je le disais, les partis, c'est un ensemble de membres. Ces membres viennent de la société. La société d'hier, comme je vous ai dit, avait toutes ses valeurs, tout ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Actuellement aussi, c'est cet environnement actuel que nous héritons. Et ce que nous essayons de faire en nous, c'est de faire en sorte que la formation s'intensifie au niveau des militants et des cadres de base, avec espérance qu'il y a moyen de reconditionner les gens pour se revêtir un peu de l'image des 60 dans la mesure du possible. Parce que même pour gouverner les pays, si vous avez des militants ou des cadres, l'état d'esprit, et c'est lui que nous déplorons maintenant là. Mais en fonction, ne vous attendez pas à un autre résultat que ce que nous décrions chaque jour. La gestion, le fait de considérer un bien de tout le monde comme étant son bien privé, c'est l'environnement actuel. Alors nous voulons garder la différence. C'est comme ça qu'à l'interne du parti, en tout cas, les formations se donnent, non pas encore atteint la vitesse de croisière. Nous nous préparons pour que ça atteigne la vitesse croisière. Et les gens doivent d'abord commencer par expérimenter à l'intérieur. C'est-à-dire on doit déjà voir, moi en tant que secrétaire général, je peux vous l'assurer, c'est journaliste,
Et toutes les fois que je suis mis en face des propositions de promotion, je ne propose jamais des gens dont je n'ai pas d'assurance sur le plan moral. Aujourd'hui, la pratique politique populaire nous enseigne qu'il n'y a pas de militants spécifiques pour des partis politiques. En fait, on loue pour les manifestations politiques des militants, des sympathisants, comme des chaises sur base d'argent, sur base de t-shirts. À telle enseigne qu'il est tellement difficile d'entrer dans une permanence d'un parti politique et faire le monitoring et retrouver autant de membres avec des cartes des partis politiques achetées. Et malgré l'environnement, à la date d'aujourd'hui, je peux vous dire que de plus en plus, il y a un bon nombre de gens qui évoluent de cette façon-là au sein du parti. Vous n'achetez pas des militants? Bon, en tout cas, de plus en plus, on se dépense moins dans ce sens-là. Et quand vous manifestez dans des circonstances populaires, vous ne payez pas les déplacements, vous ne corrompez pas moralement pour faire les pleins. Bon, corrompre, c'est un mauvais terme. On ne peut pas se mettre à acheter des gens pour qu'ils viennent. La seule chose qui se fait parfois, c'est la solidarité que nous appelons ça. C'est-à-dire, les gens sont tellement déficitaires en termes de moyens que celui qui a un peu plus peut soutenir les autres. Donc ça dépend de quelle section d'où on vient. S'il y a quelqu'un qui est un gars nigro, il peut se dépenser pour essayer d'atténuer un peu les difficultés des autres. Ils ont d'abord ce qu'ils ont eux, mais à ceux qui manquent, on revient à la rescousse pour essayer d'aider. Et là, c'est de la solidarité, ce n'est pas la corruption. Le 4 janvier 1959, fête des martyrs de l'indépendance. Parlons-en de l'indépendance. Je vous propose la définition. L'indépendance est vue comme étant une condition pour une nation, un pays, un État dans lequel les résidents et la population exercent l'autogouvernance et habituellement une souveraineté totale sur le territoire. C'est ce qu'on définit en droit et en relations internationales comme indépendance. Je souligne le terme « une souveraineté totale sur le territoire ». En se référant à cette définition, pouvez-vous nous dire, regardez droit aux yeux, que la République démocratique du Congo aujourd'hui peut-elle se vanter d'être un pays indépendant? À la rigueur, non. Et un support simple, il n'y a pas longtemps, le chef de l'État a lancé l'idée de réviser ou de changer la Constitution. Mais dans les raisons avancées, qu'est-ce qu'il a dit? Que l'actuelle Constitution serait rédigée par des étrangers. Est-ce que dans un pays indépendant, on peut vivre des choses pareilles? C'est les journalistes. Vous voyez, donc notre pays ne peut pas se déclarer indépendant. Et si je fais même marche arrière, au moment même où on avait octroyé l'indépendance au Congo, le président Kasavubu avait dit quoi? Il nous faut une deuxième indépendance. Ça veut dire qu'il n'était pas satisfait de ce qui avait été fait. Il avait déjà pressenti les pesanteurs que ce pays devrait connaître dans l'auto, c'est défini là-bas. Autogouvernance. C'est ça. Donc, se sentir libre de se créer un modèle de société sans connaître des interférences extérieures. Il n'en était pas sûr, c'est comme ça qu'il parlait d'une deuxième indépendance. Donc le Congo doit encore se battre pour avoir la vraie indépendance. C'est notre point de vue. Et le point de vue de l'ABACO, se battre pour avoir cette vraie indépendance. Mais comment y arriver avec l'environnement politique, économique, social, international qui caractérise la mondialisation d'aujourd'hui? Bon, attention, si vous allez dans l'angle mondialisation, c'est-à-dire, vous allez dans l'option du genre, nous ne pouvons pas vivre sans les autres. Et ne pas vivre sans les autres ne veut pas dire, nous ne pouvons pas faire sans avoir le point de vue des autres. L'indépendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous donnons un modèle de vie que nous avons pensé, nous, et ce modèle de vie, nous partageons l'expérience auprès des autres. Sinon, alors, c'est de notre propre chef que devons nous sentir obligés
d'aller prospecter ce qui se passe ailleurs et voir dans ce qu'il y a, ce qui peut nous convenir, ce qui ne peut pas nous convenir. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut l'affirmer sans réserve d'être contredit que nous avons pareille liberté? Non. Sinon, alors notre chef de l'État ne ferait pas de tout le monde pour plusieurs questions. La population se plaint et dit on le voit dans tel pays, on le voit dans tel pays. Mais justement parce que dans ce qu'il est tenté d'exercer comme pouvoir recours, je ne pense pas qu'il se sent libre de faire quoi que ce soit. Et ça le pousse à aller calmer les gens, faire comprendre qu'il n'y a aucun danger pour vous. Est-ce que dans un pays indépendant, on peut éviter à de tels comportements? Je ne pense pas. Dans notre vie, nous pensons que c'est à reconquérir cette indépendance. Et je vais en profiter pour vous dire, l'observation que nous faisons à travers le monde est que si vous voulez y arriver, vous devez avoir des éléments dissuasifs qui arrivent à faire douter ceux qui ont des vérités de contrôler la vie des autres. Alors à ce moment-là, vous pouvez vous sentir libre de faire ce que vous pensez, c'est le même modèle que vous devez penser. Et là encore, est-ce que vous savez que nos pères de l'indépendance avaient déjà tracé des chemins dans notre pays? Il y avait 3 courants qui fonctionnaient à l'époque. Et jusqu'aujourd'hui, le courant qui a dirigé a échoué. En principe, à la date d'aujourd'hui, quand le président dit qu'il faut changer ou réviser la Constitution, non, il devrait seulement nous dire le système centralisé a échoué et le pays ne s'est pas développé. Allons explorer dans des autres systèmes que les pères là avaient proposés. Soit la confédération, les pays deviennent une confédération, soit alors ça devient une fédération. Nous sommes dans le fédéralisme que les Joseph Kasavubu, paix à son âme, avait voulu. Et on ira en référendum avec des constitutions ayant ces formes-là. Et d'ailleurs, si vous vérifiez la population, tous les temps qu'on a consulté, c'est vers le fédéralisme. Donc les chefs de l'État feraient mieux de dire tout simplement, en tout cas la centralisation a monté ses limites. Nous mettons la constitution, la conférence souveraine. C'est fini. Bon, peut-être qu'avec ça, on pouvait approcher l'indépendance. Vous savez que dans un système fédéral, par rapport au système centralisé, le système centralisé, si on étouffe les chefs, on monte toutes les machinations possibles, on peut l'amener à commencer à se comporter contre sa propre volonté, contre sa nature. Parce qu'il est seul. Mais si vous allez dans un système fédéral, où les décisions ne dépendent pas seulement du chef, mais même des petites entités, cette multiplicité d'entités avec une diversité de vues, peut faire qu'on ne peut plus faire n'importe quoi au pays de n'importe quelle manière. Parce qu'il faut que l'opinion du milieu où on veut agir puisse jouer son rôle. Et là, ce n'est pas facile de contrôler l'immense pays ici. Et puis on vient, on impose une vie donnée. Non. Ça va être contrebalancé quelque part. Si un coin peut être en retard, mais d'autres coins peuvent être en avance pour contrebalancer, on aura un peu beaucoup plus de choses proches de ce que nous pensons. Vous êtes acteur politique, monsieur le secrétaire général. Et je vous pose la question de savoir quel est le regard que vous avez personnellement sur la pratique. Hier, c'était la France-Afrique. France comme pays et Afrique comme continent. Aujourd'hui, c'est la Chine-Afrique où tous les présidents africains courent derrière un pays qui est la Chine. Aujourd'hui, c'est la Russie-Afrique, le continent, face à un pays. Cette indépendance, non pas seulement congolaise, parce que la réalité congolaise est aussi partagée par une diversité des pays africains. N'est-ce pas un rêve qui ne se réalisera jamais? Mais justement, vous savez, une gouvernance est un état d'esprit. Une gouvernance est un état d'esprit, une façon de penser. Les chefs, vous venez d'évoquer là des faits concrets qui montrent que le pays n'est pas indépendant. Parce que dans n'importe quel contexte que vous avez évoqué, l'idée c'est l'autre qui a la solution à nos problèmes. Quel est notre modèle? Vous voyez, c'est tout un problème. Quand je dis c'est une bataille. Mais maintenant, c'est le chef qui doit voir qu'est-ce qui est mieux pour son peuple. N'oubliez pas que notre pays, c'est le fruit des empires et des royaumes. Hier, dans ce système de gouvernance, la référence est le numéro 1.
Mais si le numéro 1 nous amène dans un schéma extraverti, ça veut dire que nous serons toujours dans cette logique de penser que quand j'arrive au pouvoir, je dois d'abord aller aux États-Unis, je dois d'abord aller en Chine, la politique de la main tendue. Mais quel est le modèle pour un pays qui est suffisamment riche? Qu'est-ce qu'on a dit au peuple pour que de nous-mêmes ici à l'intérieur, nous puissions nous donner de la force? Si vous surveillez les différentes découvertes qui se font au pays, différents actes que les gens arrivent à poser, tant au niveau du monde des élèves, au monde des étudiants, il y a des merveilles, hein, des robots qu'on a inventés à un moment donné. Est-ce que c'est un truc qu'on est allé apprendre quelque part? Mais quelqu'un un matin se réveille, pendant la conférence nationale souveraine, du côté des liturgies, j'avais suivi, les gens ne savaient pas suivre ce qui s'est passé, mais quelqu'un a mis sur pied un émetteur qui pouvait permettre à ce que l'on suive ce qui s'est passé à la conférence. Et il n'y a pas longtemps, le chef de l'État, quand il fait ses discours à la nation, là-bas, ils veulent les suivre de plus près. Quelqu'un a encore mis un truc sur le pied pour dire, bon, à partir d'ici, nous pouvons être comme si nous étions face au chef de l'État. Donc, ce pays ici, si vous orientez très bien la vue, vous responsabilisez la population pour dire, si nous ne faisons rien, parce que Dieu a créé tout le monde à son image. Si nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est que nous avons été créés comme les Blancs, toutes ces puissances à l'image de Dieu. Alors, si c'est ça le cas, pourquoi établir la différence entre nous et les autres? Question d'amener le peuple vers la confiance en soi et chercher à mener des recherches pour se donner son modèle propre, pour que les autres aussi viennent ici. Je crois qu'au Burkina Faso, c'est l'expérience que le président qui est là est tenté de faire quand je fais les interventions. Si c'est vraiment ça qui se passe sur le terrain, je crois que lui, il a compris. Il faut que le Burkina Faso se donne un modèle et pourquoi pas la République démocratique du Congo. Après avoir fini de parler de l'indépendance, j'ai jeté un coup d'œil sur mon conducteur là, où sur les thèmes, nous avons également fait mention du concept de souveraineté. Avec quelques minutes qui nous restent, M. Kayinois, par définition, la souveraineté repose sur l'idée qu'un État dispose de l'autorité exclusive sur son territoire et sur la population qui y réside, sans qu'aucun autre État ne puisse s'immiscer dans ses affaires internes. N'y a-t-il pas des États qui s'immiscent dans les affaires internes de la République démocratique du Congo pour affirmer haut et fort que la RDC est également un pays souverain? Bon, vous savez que les termes souveraineté et indépendance sont proches. Et tout à l'heure, je vous ai déjà dit que nous avons du mal à affirmer que nous sommes indépendants de par ce que nous vivons. Et il y va de soi que nous ne sommes pas vraiment un État souverain sur le plan de la rigueur. Parce que nos choses se traitent ailleurs. Les gens ont été dernièrement en Angola. Est-ce que dans un État souverain, les choses qui concernent les problèmes internes, admettons que ce soit le cas, on doit sortir du pays pour aller les traiter. Ici, on n'a pas de gens sages qui peuvent donner des voies de sortie aux problèmes que nous avons ici. Mais c'est justement parce que cette souveraineté n'étant pas pratique, la conséquence, c'est que c'est ailleurs que nous devons trouver des solutions à nos problèmes. Il faut, vous savez, sous d'autres cieux où les gens ont été sages, la référence, c'est l'histoire. Vous savez comment c'est pas l'histoire. Mais nos ancêtres, comment ils arrivaient à régler les problèmes? Je crois que c'était dans des palabres, à l'interne. Et là, en s'acceptant mutuellement dans les différences que Dieu a dotées à chacun de nous. Moi, je pense que même cette histoire de souveraineté, on n'y est pas encore. Nous devons donner la force pour reconquérir la souveraineté et pour reconquérir l'indépendance. Allez, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En guise des derniers mots, si vous pouvez émettre vos voeux à certaines de vos proches. Bon, nous sommes dans une nation congolaise. Nous avons adressé nos vœux les meilleurs au couple présidentiel que nous invitons à aller dans le sens de ce que nous pensons, travailler pour l'indépendance et la souveraineté réelle de notre pays. Et aux différents cadres et militants de notre parti, nous présentons les vœux les meilleurs pour que cette année soit une année de la réelle réémergence de l'ABACO et que l'ABACO devienne ces partis politiques que vous avez pensé avoir ici les journalistes et en face au peuple.
Chers téléspectateurs, nous vous disons merci pour l'attention soutenue que vous avez accordée à ce programme qui sera rediffusé demain les 5. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya